Nouvelle immense qui est arrivée aujourd'hui. Les Émirats arabes unis ont annoncé vouloir quitter l'OPEP. Ça, c'est absolument colossal. Ça va restructurer tout le marché de l'essence et on va regarder aujourd'hui les impacts que ça va avoir sur vous quand vous êtes à la pompe. Donc, tout un drama au Moyen-Orient. Et si vous comprenez rien là-dedans, c'est correct. C'est pour ça que ce channel-là existe. C'est pour qu'on commence à la base, qu'on prenne le temps d'expliquer le contexte, qu'on le décortique et qu'on essaye de faire du sens de tout ça. Parlant de faire du contexte, faisons un mini-cours d'histoire sur l'OPEP. Donc, qu'est-ce que l'OPEP? On va retourner dans les années 1960. Ça, c'est le début de l'ère de la consommation du pétrole. Le nombre de personnes qui conduisent des voitures ont triplé en très peu de temps. Il y a plus de livraisons qui se fait par camion. Donc, bref, tous les pays développés du monde étaient maintenant rendus dépendants du pétrole. Et une place où est-ce que tu peux en avoir en quantité énorme, c'était dans les pays arabes. Donc, quelle belle opportunité pour eux, hein? Eh bien non, parce que c'était pas les pays arabes qui en profitaient. L'extraction de pétrole qui se faisait dans leur sol se faisait par des compagnies étrangères, principalement des compagnies américaines. Donc, en d'autres mots, les pays arabes se faisaient prendre leurs ressources, leur pétrole, sur leur territoire, par des compagnies étrangères qui s'enrichissaient avec ça à leur place. En réaction à ça, les pays arabes du Golfe ont fait une sorte de coalition entre eux, afin de tous nationaliser leur pétrole en même temps, et aussi de reprendre le contrôle sur le marché de l'exportation. Et ça, cette coalition-là, ils l'ont appelée l'OPEP, qui veut dire Organisation des pays exportateurs de pétrole. Donc ça, c'est l'origine de l'OPEP. C'était en quelque sorte un moyen pour les pays arabes de reprendre le contrôle sur leurs ressources pétrolières et de s'assurer que les profits aillent aux gouvernements locaux à la place de compagnies privées. Et au final, ça a marché. Si on fait juste regarder à quel point les familles princières là-bas sont ridiculement riches, mais est-ce que tout cet argent-là revient au peuple? Clairement pas. Mais ça, c'est un débat pour une autre fois. Aussi, petite parenthèse, l'Iran et le Venezuela ont été les deux plus grands piliers fondateurs pour cette organisation-là. C'est lesquels déjà les deux pays que les États-Unis ont attaqués cette année? Ouais, drôle de coïncidence, hein? Bref, ça, c'est l'origine de l'OPEP. Mais à travers les années, l'OPEP a grossi, a pris de l'expansion et a commencé à inclure d'autres pays dans sa coalition. Des pays comme la Libye, l'Algérie, le Nigeria, la Guinée équatoriale, etc. Et éventuellement, avec tous ces pays regroupés, l'OPEP contrôlait au-dessus de 35 de la production pétrolière dans le monde. 35 Et c'est à ce moment-là que l'OPEP a drastiquement changé de nature. Ils sont passés d'une organisation de protection de ressources nationales à un cartel. Et non, c'est pas moi qui sors ce terme-là juste pour lancer une accusation. C'est littéralement ce qu'ils font. Parce que si on regarde c'est quoi la définition d'un cartel de ressources, c'est un regroupement de plusieurs parties contrôlant la même ressource. Et leur objectif principal, c'est de limiter la concurrence en contrôlant le marché, afin qu'ils maximisent leurs profits conjointement. Donc la manière que l'OPEP procède à tout ça, c'est qu'ils manipulent le marché en contrôlant l'offre. Et pour ça, ils mettent des quotas de production sur ces pays membres afin d'influencer l'offre mondiale. Et donc, par conséquent, les prix. OK, on va regarder un exemple concret, vous inquiétez pas, ça va faire du sens. Donc, supposons que je suis l'OPEP. L'OPEP se réveille un bon matin, prend son café, regarde leurs données et réalise que, oh non, ils ont produit trop de pétrole ce mois-ci. Et s'il y a trop de pétrole qui est mis sur le marché, ça va faire baisser le prix du pétrole. Parce que s'il y a plus d'offres que de demandes, le prix du produit baisse. Et ça, ils ne peuvent pas le tolérer. Donc, l'OPEP va prendre le téléphone, appeler chacun de ses pays membres et vont leur dire « OK tout le monde, on vous met un quota sur votre prochaine production. À partir de maintenant, vous produisez pas plus que 40 millions de barils par semaine. 40 millions, rien de plus, jusqu'à nouvel ordre. Comme ça va faire monter le prix. » Et là, dans cet exemple, il va y avoir un pays comme, disons, les Émirats arabes, qui vont répondre « Oui, mais nous, on a déjà produit 50 millions de barils de pétrole. Donc là, si le quota, c'est à 40 millions, on fait quoi avec les 10 millions de plus qu'on a de trop? »
Détruisez-les, débarrassez-vous-en parce que si vous les vendez, on va collectivement tout perdre de l'argent. Donc bref, vous comprenez, l'OPEP crée artificiellement de la rareté et fait de la manipulation de marché pour faire monter le prix de l'essence. C'est pour ça que quand vous allez à la station d'essence, par exemple, le prix ne baisse jamais parce qu'ils le maintiennent ainsi. Mais dans l'exemple que je viens de donner, vous pouvez imaginer que c'est frustrant pour les Émirats arabes qui auraient la capacité de produire plus, mais se font bloquer. Et se font bloquer par une organisation qu'eux-mêmes ont mis sur place pour protéger leurs exportations de pétrole. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Pendant longtemps, les Émirats arabes avaient une capacité de produire qui était nettement plus élevée que l'OPEP leur permettait. En fait, si je regarde les chiffres, oui, l'OPEP leur permettait de produire seulement 3,5 millions de barils par jour, alors que dans les faits, il y avait la capacité de produire 5 millions de barils par jour. Et ça, c'était une perte de profit pour eux. C'était une source de frustration, forcément. Donc, déjà, ils avaient exprimé leur mécontentement depuis des années. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est, évidemment, la guerre en Iran, qui a un peu mis leur économie dans un chaos total. Donc là, ils ont annoncé officiellement qu'ils quittaient l'organisation. Et pas dans des manières douces et diplomatiques. Oh non! Ils ont averti aucun des pays membres. En fait, l'OPEP l'a pris en même temps que nous quand les Émirats arabes ont fait leur annonce publique à la télévision. Et la date où ils vont partir, c'est le 1er mai. Donc, c'est même pas 3 jours de préavis. Ça fait 50 ans que les Émirats arabes sont membres de cette organisation-là. Et là, ils annoncent leur départ sans même 3 jours de préavis. Aïe, aïe, aïe. Même les Britanniques ont été plus diplomates avec l'Union européenne durant Brexit. Juste pour dire. Mais justement, la manière dont ils partent nous apporte quand même beaucoup d'informations. Parce que ça, c'est pas une stratégie pour essayer de préserver tes relations ou de garder tes accords passés. Ça, c'est une stratégie pour couper tout lien avec tes pays voisins. C'est une façon de faire le doigt d'honneur à ton boss avant de quitter ton emploi en claquant la porte, en quelque sorte. Et quand j'ai vu ça, je me suis interrogé sur c'était quoi leur stratégie derrière ça? D'abord, il faut savoir que les Émirats arabes, c'est là où se trouve Dubaï, pour ceux qui ne le savent pas. La ville connue comme la ville des millionnaires. Et Dubaï, c'était un projet que les Émirats arabes ont fait pour diversifier leur portefeuille de revenus. Parce que oui, ils produisaient beaucoup de pétrole et oui, ils faisaient beaucoup d'argent avec ça, mais ils ne voulaient pas que ce soit leur seule source de revenus. Donc, ils ont créé Dubaï, qui était vendu aux riches comme étant le paradis fiscal ultime. De plus, les Émirats s'engageaient à toujours rester neutres dans les conflits dans le monde et ils allaient s'engager dans aucune guerre. Donc, Dubaï assurait une sorte de sécurité, une genre de bulle flottante qui flottait par-dessus tout le chaos du reste du monde. Sauf que ce mois-ci, Dubaï a été bombardé. Même son aéroport, l'aéroport le plus achalandé du monde, a été bombardé. Et en réponse, les Émirats se sont impliqués dans cette guerre, aux côtés des États-Unis. En fait, c'est le pays du Golfe le plus impliqué dans la guerre en Iran. Ils ont même permis à des soldats israéliens de se déployer à Dubaï. C'était impensable à l'époque. Mais présentement, énormément de personnes fuient Dubaï. Et honnêtement, j'ai aucun doute que ces personnes-là vont revenir à Dubaï après les conflits. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est brisé dans la narration. Dubaï n'est plus vu comme ce havre de sécurité immunisé contre tous les conflits. Et les Émirats ne sont plus vus comme le pays qui va rester éternellement neutre dans les conflits. Et là, les Émirats viennent de briser de manière sec et définitive leur relation avec les pays voisins du Golfe. Donc là, c'est quoi leur stratégie? Est-ce qu'ils veulent abandonner le projet de Dubaï et se reconcentrer pleinement dans l'extraction du pétrole? Est-ce qu'ils veulent remettre leur économie là-dessus? Est-ce qu'ils veulent se retirer de cette guerre? Est-ce qu'ils veulent s'impliquer davantage dans la guerre? Est-ce qu'ils veulent pousser une alliance plus proche avec les États-Unis puis se dissocier davantage des pays du Golfe? Je veux dire,
D'un côté, ils ont beaucoup d'investissements de mis en Amérique, mais de l'autre, il y a encore une certaine rancune pour leur avoir imposé cette guerre sans préavis. Est-ce qu'ils cherchent à compétitionner avec l'OPEP? Est-ce qu'ils veulent devenir la nouvelle superpuissance du Moyen-Orient? Présentement, c'est dur de savoir où ils s'enlignent avec ça. Maintenant, discutons de comment est-ce que ça va vous affecter personnellement. Donc, conséquences à court terme. Le prix de l'essence va augmenter. Encore. Il va falloir qu'on paye plus cher à la pompe. Encore. Déjà que le marché était sous le choc à cause de la guerre en Iran, mais ça vient de larguer une bombe nucléaire. OK, mauvais choix de mots. Mais le point, c'est que le marché panique, les prix montent, bref, on connaît la chanson. Maintenant, au long terme, potentiellement que ça peut faire baisser le prix de l'essence. Potentiellement. Parce que pour revenir à mon exemple précédent, si les Émirats arabes mettent plus d'essence sur le marché, ça va faire baisser le prix. Mais ça ne va pas arriver de sitôt parce que, comme je l'ai mentionné, le détroit est encore fermé. Et tant qu'il n'est pas réouvert, les Émirats ne peuvent pas envoyer le pétrole. On ne le recevra pas en Europe, en Amérique, ni en Asie. Ça, c'est la faille dans leur plan. L'autre chose, c'est que même si ça fait baisser les prix, au final, ça ne fera pas une grande différence. Parce que, OK, les Émirats arabes sont prêts à injecter 1,5 million de barils de pétrole de plus dans le marché. Cool. Sauf que le monde en entier, on consomme 100 millions par jour, et même plus des fois. Donc, c'est rien. Par exemple, si je regarde le prix de l'essence en France, aujourd'hui, le prix de l'essence, c'est 2 € le litre. Et j'ai fait les maths, supposons que les Émirats arabes injectaient leur baril dans l'équation, ça ferait baisser de même pas 3 centimes. C'est rien. Finalement, avec la fracturation du cartel de l'OPEP, le prix à la pompe va être moins contrôlé et donc plus volatile. Ça peut avoir des bénéfices comme un côté néfaste. Une journée, vous pouvez vous réveiller, puis soudainement, l'essence est 20 cents de moins. Wouhou! Et la journée suivante, 40 cents de plus. Attends, quoi? Et ça, c'est la nature du marché de l'essence. Parce que laissé à lui-même, sans contrôle, c'est un marché très incertain. Et un changement que je peux prédire dans notre quotidien, c'est que ça va nous demander de faire un suivi routinier du prix de l'essence pour pouvoir bien se timer avant de faire le plein de notre voiture. Finalement, parlons de l'avenir qui s'annonce pour l'OPEP. À l'époque, c'était le cartel le plus puissant au monde, et de loin. Oubliez les cartels au Mexique, leurs chiffres d'affaires sont des peanuts comparés à l'OPEP. Mais depuis un certain temps, c'est une organisation qui a perdu beaucoup d'influence, qui a perdu des membres à travers les années. On parle notamment du fait qu'ils ont perdu l'Angola en 2024, l'Équateur en 2020, Qatar en 2019, grosses pertes, toutes des grosses pertes, mais les Émirats arabes, ça c'est de loin le plus dur coup, parce que juste à eux, ils fournissaient entre 10 et 13 % de la production totale de l'OPEP. Mais plus que ça, c'était l'un des seuls pays capables de faire des réserves de pétrole. Donc ça donnait une plus grande marge de manœuvre pour l'OPEP afin de trafiquer les prix, soit en rajoutant du pétrole sur le marché ou en retirant sur demande et avoir une place sur l'entreposé. Donc oui, avec ça de moins, ça vient de leur enlever des outils pour contrôler le marché, puis ça a diminué leur emprise sur le marché aussi. Et si on regarde ça du point de vue des États-Unis, on peut voir ça comme une victoire pour eux. Parce que reste que l'OPEP, c'est à la base un plan de résistance contre les entreprises américaines. Et le fait que l'Iran aussi est encore membre en passant. Ensuite, moi personnellement, est-ce que je pense que c'est la fin de l'OPEP? Non, pas du tout. Parce que même avec le départ des Émirats, ils contrôlent environ 30 % du marché mondial, ce qui reste énorme. Mais c'est clair que c'est un empire en déclin. Et est-ce que je pense que c'est une mauvaise chose? Non. Non, en fait, vous connaissez ma façon de penser. Je ne suis vraiment pas un fan de la manipulation de marché. En fait, je suis convaincu que c'est la racine de tous nos problèmes modernes. Donc oui, si on pouvait retirer un cartel de ce monde, je pense que le reste du monde se porterait mieux. J'entendais des analystes économiques dire « Ah, mais sans le PEP, le prix du pétrole va être trop volatile. Au moins avec le PEP, le prix était prévisible. » Ouais,
c'était prévisible qu'il était hors prix. Donc au final, c'est pas nous qui gagnions. Bref, je ne vais pas verser une larme pour l'OPEP, mais ce que j'ai peur par contre, c'est que ça ouvre la porte, ça crée un power vacuum où est-ce que le lobbyisme américain puisse s'immerser de nouveau dans les pays étrangers, puis que ceux-ci perdent graduellement possession de leurs ressources naturelles, comme on l'a vu dans le passé. Ouais, on va garder un œil là-dessus. Donc, au prochain épisode, on va parler de la tentative d'assassinat qui a eu lieu à Washington et les motifs du tireur. Restez des notes. Et n'oubliez pas, je veux vraiment vous encourager à faire votre propre opinion. Allez écouter d'autres sources d'analyse, faites des recherches et sentez-vous libre de me contester dans la section commentaires. Aussi, comme d'habitude, like, subscribe, merci de me supporter, blablabla, bye. Salut tout le monde.